10 ans, Céline. Ça fait 10 ans. C'était en 2007. Ça fait plus de 10 ans. 2008, je crois. Céline Spector est professeure de philosophie à la Sorbonne et spécialiste de philosophie politique moderne et contemporaine. C'est la première émission de philosophie que nous avions tournée et on parlait du pouvoir à l'époque. Les questions qu'on se posait alors demeurent totalement. Ce qui a changé peut-être c'était le décor. On avait parlé devant des images de Fidel Castro, de Nicolas Sarkozy. Les images peut-être datent un peu, mais les problématiques demeurent. C'est le paradoxe de la discipline que nous chérissons tant. Vous ne trouvez pas ? Tout à fait. Bizarre. Mais pour la question du pouvoir, je pense qu'en effet, depuis l'Antiquité, les questions se posent. Elles se sont posées à l'époque moderne, chez Hobbes, Locke, Montesquieu, Rousseau. On aura le temps d'en parler. Disons qu'à bien des égards, la question de la tyrannie n'a pas disparu. Celle du despotisme s'impose encore. Elle s'impose encore, effectivement. Alors cette fois-ci, c'est d'un oxymore, d'une contradiction que nous allons partir. La question de savoir s'il existe de bons tyrans. Et pour examiner cette question, pour creuser cette question, plus que pour y répondre, je voudrais vous proposer un paradoxe qui est le suivant. Peut-on dire que les vertus nécessaires à la conquête du pouvoir, mettons les intrigues, les calculs, la duplicité, une forme de souplesse dorsale, comme dirait Cyrano, ne sont pas du tout, sont aux antipodes des vertus nécessaires à l'exercice du pouvoir, c'est-à-dire la droiture et la capacité à s'élever, par exemple, au-dessus d'un régime de parti, si on est gaullien ou bonapartiste. Est-ce que cette contradiction n'a pas pour effet, justement, de nous priver d'excellents gouvernants et de laisser le pouvoir à des gens qui sont faits pour le conquérir, mais pas pour l'exercer ? Alors, c'est une vraie difficulté, par exemple soulignée par Machiavel. L'art de conquérir le pouvoir n'est pas le même que celui de l'art de gouverner une fois le pouvoir conquis. Alors, par exemple, on peut imaginer qu'il y a des vertus propres à l'art de conquérir le pouvoir, la violence peut-être, parfois, la ruse en tout cas, et effectivement l'art de se faire des alliés, l'art de ne pas trop se faire circonvenir par ses ennemis. La question est de savoir, une fois qu'on a conquis le pouvoir, comment, disons, le conserver. Et ça, c'est en effet une grande question, et il n'est pas certain que nous l'ayons totalement résolu. Alors, je sais que vous êtes davantage spécialiste du XVIIIe siècle que de l'Antiquité, mais je n'ai pas résisté à l'envie de vous proposer ce binôme liminaire comme point de départ à notre réflexion. Ici, alors, Joaquin Phoenix, dans Gladiator, le film de Ridley Scott, qui tient le rôle de l'affreux Commode, l'empereur Commode, qui succéda à son père, Marc Aurèle, excellent homme s'il en est, qui était lui et Commode était lui un tyran sanguinaire. Ce qui est intéressant ici, outre le fait que le père a manifestement raté l'éducation de son fils, même si c'était l'un des plus grands philosophes de son temps et de tous les temps, Marc Aurèle exerçait le pouvoir en étant détaché du pouvoir. On professait le détachement à l'endroit du pouvoir. C'était un empereur qui faisait peu de cas du pouvoir qui était le sien, alors que lui adore le pouvoir. Est-ce que l'une des conditions de possibilité de l'exercice du pouvoir, ça n'est pas de détester le pouvoir que l'on a reçu, alors que pour le conquérir, il faut l'adorer ? Alors, le détester peut-être pas, mais il faut sans doute un certain détachement. Et le paradoxe est en effet que le pouvoir peut susciter le désir le plus grand, le désir le plus fou, d'où la tendance du pouvoir à abuser précisément de sa position dominante. Vous voulez dire que la détention du pouvoir éveille l'hubris, le goût de la démesure chez celui qui en dispose ? Quelqu'un de normal, vous, moi, en situation d'empereur, deviendrait une crapule. C'est un risque. D'accord. C'est-à-dire que, c'est ce que dit Rousseau par exemple, soit le roi désirera le pouvoir et sera corrompu avant même de l'acquérir, soit le trône le rendra tel, c'est-à-dire qu'au fond l'injustice est un risque constitutif de l'exercice du pouvoir. C'est la raison pour laquelle Rousseau appelait de ses voeux quelqu'un qui pensait à Lycurgue, roi de Sparte, qui, pour exercer le pouvoir, connut toutes les passions humaines sans en éprouver aucune. Absolument, et alors là il s'agit plutôt du législateur, puisque le souverain doit rester le peuple, mais précisément la difficile question est de savoir par quelle passion on peut gouverner. Il faut de l'ambition, mais le problème de l'ambition, c'est qu'elle devient très vite démesurée. Et dévorante. Et dévorante. Et dévorante. Alors, on est ici en face de quelqu'un qui a précisément été dévoré par l'ambition, c'est-à-dire quelqu'un que l'exercice du pouvoir a corrompu, mais qu'il était déjà. Est-ce que les dispositions nécessaires à l'exercice du pouvoir, le caractère, déterminent le pouvoir ? Est-ce que c'est le pouvoir qui fabrique le caractère, ou est-ce que c'est le caractère qui fait le mauvais tyran ?
Alors, le problème de la tyrannie, si on peut essayer de le reconstituer, le tyran ou le despote, bon, on pourrait distinguer les deux, mais disons le despote, c'est celui qui est l'un, l'unique, qui exerce son pouvoir sans règles, sans loi, en vertu de son seul caprice, donc son seul arbitre. Sa liberté lui sert de règle, plutôt que des institutions préétablies, etc., ou des normes de justice supérieures à son pouvoir. Alors, comment, en quelque sorte, exercer le pouvoir si l'on n'a pas de règles qui nous permettent d'en déterminer, disons, l'orientation vers le bien, vers le juste? Moi, le texte auquel je pensais quand j'ai choisi cette illustration, quand on a choisi cette illustration, c'est un texte dont on avait parlé ensemble à plusieurs reprises et que vous connaissez mieux que moi, qui est la légende des troglodytes, la fable des troglodytes dans les lettres persanes. À la fin de l'histoire des troglodytes, les troglodytes au départ vivent sans gouvernant. Et puis, considérant que le fardeau de la liberté est plus lourd que le fardeau d'une tutelle, finalement décident de déléguer le pouvoir et de s'en remettre aux plus âgés. Et c'est la réaction du plus âgé qui m'intéresse. Il reçoit les clés de la ville en larmes, en pleurant. Il dit « Mais les troglodytes, que voulez-vous que je dise à mes aïeux? Mon sang se glace déjà, je vais aller les voir, je vais mourir et je vais leur dire que vous avez préféré la servitude à la liberté. » C'est un homme qui reçoit à regret les clés du pouvoir. Je me dis que du coup, ce serait un bon gouvernant. Alors, toute la question, par exemple, Platon la pose à propos du tyran qui est ballotté par ses désirs et par ses ambitions. Montesquieu la pose aussi à propos du maître de Sérail, qui est l'image même Dans les du lettres despote. persanes encore. Dans les lettres persanes, mais aussi dans l'esprit des lois, lorsqu'il réfléchit au despotisme. Le despote, c'est par excellence le maître de Sérail, et la servitude politique est associée à la servitude domestique et civile. Alors, voilà, le despote, c'est celui qui finalement court-circuite le consentement, qui, au lieu de considérer que le pouvoir est une relation asymétrique, qui suppose que l'on acquiesce ou que l'on refuse, que l'on coopère ou que l'on résiste, considère que la volonté n'est là que pour l'obéissance. Donc, c'est l'idée de Montesquieu, c'est une créature qui obéit, le sujet, à une créature qui veut le despote. Et donc, la modalité privilégiée du despotisme ou de la tyrannie, c'est l'ordre, le commandement qui doit s'appliquer sans médiation, sans concertation, sans négociation. Donc là, on a quelques exemples, mais il y en a eu des pires, Caligula par exemple. Alors, si la volonté n'est là que pour l'obéissance, un pouvoir arbitraire, un pouvoir absolu, peut-il être un bon pouvoir? On va continuer d'en parler. Thierry Lenz est historien, spécialiste du consulat et du Premier Empire. Il est directeur de la Fondation Napoléon. Dans une émission où nous essayons de nous poser la question de savoir s'il y a un bon tyran, la figure de Napoléon Ier, Napoléon le Grand, s'est imposée à nous. Mais peut-être ne serez-vous pas d'accord avec l'étiquette de tyran? En ce qui me concerne, l'idée que cet homme se couronne lui-même, s'attribue lui-même, s'auto-attribue ce pouvoir démesuré qui est le sien, et qu'ensuite d'ailleurs il l'impose à l'Europe entière, fait malgré tout de lui un tyran, dont on peut discuter ensuite des vertus éventuelles. Mais juste sur ce point-là, est-ce que vous contestez cela? Oui, alors si nous avions une demi-heure, je vous aurais longuement expliqué pourquoi non pas je le conteste, mais je ne suis pas entièrement d'accord avec votre interprétation. D'abord parce que dans la notion de tyran, si j'ai bien compris, il y a une notion d'arbitraire et d'illégitimité. Oui. Or, ce sont deux qualités, entre guillemets, qu'on ne peut pas attribuer au pouvoir napoléonien. L'illégitimité, eh bien, elle fait appel à la vogue de la légitimité de cette époque-là. C'est-à-dire la légitimité évolue, elle évolue d'ailleurs même en ce moment, elle évolue toujours, et on est à un moment de l'histoire où on est à un carrefour de légitimité entre celle, on va dire, du roi de droit divin, puis celle de la souveraineté nationale qu'on appelle un peu populaire à l'époque. Et Napoléon se trouve au cœur de ces sujets-là, amené au pouvoir incontestablement par des républicains, puisqu'il se moule dans un coup d'État. Et pendant quelques années, il est empereur, gardien de la République. Oui, il est. Quelle est l'expression? Le gouvernement de la République est confié à un empereur qui prend le nom d'empereur des Français. Voilà. Donc ça, c'est, on va dire, plus alors cette légitimité, elle est à la fois, elle plonge dans l'histoire, parce qu'on est juste 10 ans après l'exécution du roi. Donc les gens ont 40 ans, ça veut dire qu'ils avaient 30 ans à l'exécution du roi et 25 ans au début de la Révolution. Pour eux, le pouvoir héréditaire est quelque chose, non pas de normal, mais de parfaitement compréhensible. C'est moins grave qu'aujourd'hui. Le critère que j'applique aujourd'hui... oui, alors je ne sais pas si c'est grave ou pas grave. Ça, moi, j'ai pas... il n'a pas été élu, si vous voulez, ce qui aujourd'hui posera un problème. Il se trouve que, à plusieurs reprises, des plébiscites viennent ratifier des décisions qui sont prises, on va dire, grosso modo, par des constituants. Voilà. Bon.
partant de là, Napoléon en tire cette double légitimité. Il est en équilibre sur plusieurs légitimités et il tire de sa légitimité monarchique quelque chose de l'histoire et puis quelque chose de moderne dans cette forme de souveraineté nationale. Si l'on reconnaît à Napoléon, par exemple, d'avoir établi le caractère juridique d'un certain nombre d'institutions, d'avoir pérennisé des législations qui demeurent aujourd'hui, enfin, le Conseil d'État, le Sénat, le Code civil, il a refondé une administration centralisée, il a fait beaucoup. Reste que la France de Napoléon est un État centralisé, autoritaire, il n'y a pas de liberté d'expression, il a restauré une aristocratie nobiliaire, il a lui-même d'ailleurs rétabli, enfin non pas rétabli, mais ratifié la persistance de l'esclavage, notamment, me semble-t-il, à Saint-Domingue, je ne veux pas dire de bêtises ici. Autrement dit, entre les vertus de la période napoléonienne et les méfaits de la période napoléonienne, les seconds sont-ils solubles dans les premières? Alors, d'abord parce que... Vous allez me dire qu'il n'y a pas de méfaits. Non, bien sûr que si. Mais il y a une évolution. Je vous entendais parler du Brice tout à l'heure. Évidemment, Napoléon va être saisi de ce défaut du gouvernant jusqu'à ne plus écouter personne et à ne considérer qu'il n'y a que lui qui a raison sur tous les sujets. Ceci étant, c'est le mot arbitraire qui est peut-être un peu arbitraire. Cet arbitraire n'est pas un arbitraire tyrannique et sanguinaire. Je vous donne les chiffres en histoire, ça ne veut pas dire grand-chose, mais enfin, il y en a quand même quelques-uns qui valent la peine. Il y a un moment donné où Napoléon va recréer les prisons d'État. Alors évidemment, tout le monde hurle « Ah, les prisons d'État !» En fait, Bastille. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Il fait ça parce que tout le monde enferme. Les préfets se sentent le droit d'enfermer, le ministre de la police se sent le droit d'enfermer, et à un moment donné, lui, il dit « Écoutez, ça suffit comme ça, il y en a qu'un qui enferme, c'est moi. » Alors vous allez me dire, c'est terrible. C'est sans doute terrible pour ceux qui étaient enfermés, mais quand on regarde la liste des prisonniers d'État de l'époque, on s'aperçoit que c'est beaucoup de gens que les cours d'assises n'ont pas condamnés, alors même que leur culpabilité était établie, etc. 2500 prisonniers d'État pour tout le règne de Napoléon. 500 000 arrestations pendant la Terreur. Donc je veux dire, on peut reprocher ces atteintes aux droits de l'homme, disons, pour simplifier à Napoléon, mais enfin, on ne peut pas le faire au nom de la Révolution personne française. ne dit ici que le comité de salut public, c'était mieux. Hein. Mais bon, cela dit, au-delà de la personne de Napoléon, je voudrais avoir votre sentiment, alors vraiment, pour le coup, à tous les deux, sur la question de savoir si, venons-en au XXIe siècle, vivons-nous, aujourd'hui, un retour de ce qu'on a appelé les hommes forts, capables de défendre efficacement les intérêts de leur pays, de réaliser de grands projets, parce qu'ils n'ont pas les mains liées par des procédures démocratiques. C'est à Poutine que je pense ici, c'est-à-dire quelqu'un qui fait à peu près litière des procédures démocratiques, ou alors vraiment on est dans un formalisme d'apparat. Est-il souhaitable, comme certains peuvent le penser, pour une nation, pour un peuple, d'être gouverné par quelqu'un qui a les coups des franches, les mains libres pour agir comme il l'entend, qui s'est débarrassé des puissants, comme Machiavel le recommandait au souverain, au prince, qui a fait l'économie de tout ce qui pouvait le gêner dans son gouvernement, et qui met cette liberté absolue, enfin cet arbitraire, au service de son peuple. Est-ce que cet échange vous semble une bonne affaire pour le peuple ? C'est un mauvais calcul. Alors bien sûr, il y a deux avantages du despotisme plus ou moins éclairé. Si dans le cas de Poutine, on pouvait parler de despotisme éclairé. On peut parler peut-être de despotisme. De despotisme sans doute, malgré en effet les apparences de la démocratie. Le premier avantage, c'est l'efficacité, c'est-à-dire qu'en effet, il n'y a pas de corps intermédiaires, de pouvoir, disons, de médiation qui bloquerait la ligne de décision entre l'initiative du despote et puis en effet son exécution. Il n'y a pas de négociation, il n'y a pas de concertation, etc. Il n'y a pas de presse, il n'y a pas de parti, il n'y a pas d'association, il n'y a pas d'opposition. Il n'y a pas d'opposition et de ce point de vue, effectivement, l'action peut se dérouler de manière plus efficace. Deuxième avantage, après l'efficacité, c'est la longévité. C'est-à-dire qu'on peut envisager, disons, un temps un peu plus long que celui qui est le temps démocratique et la sanction de l'élection. Et ça, effectivement, c'est un avantage pour les grands projets qui ont besoin pour se déployer de temps. Ça peut être un avantage aussi dans le cas des problèmes écologiques qui ont besoin, pour être résolus, non seulement effectivement de mesures parfois très rapides, mais aussi
aussi de mesures qui peuvent s'étaler dans le temps. Mais pourquoi c'est un mauvais calcul? Alors, c'est un mauvais calcul néanmoins, comme le disait par exemple Rousseau, parce qu'on n'échange pas la liberté contre la sécurité. C'est toujours un mauvais calcul dans la mesure où le fait d'être privé du droit d'être consulté ou de pouvoir donner son consentement ou de pouvoir résister aux ordres ou aux commandements a des effets délétères à long terme, puisqu'en effet, à force d'être privé de la possibilité de résister, comme disent tous ces auteurs, Diderot, etc., eh bien, on perd jusqu'à l'idée même de la liberté. Et au fond, le régime peut être efficace sur certaines mesures concrètes, mais il n'apportera pas véritablement le bonheur, l'émancipation au peuple. Est-ce que vous diriez que... Je serais curieux d'avoir votre sentiment, vous l'admirateur de l'empereur, connaisseur de l'empereur, pardonnez-moi, connaisseur de l'empereur, il faut bien admirer un peu les gens qu'on connaît si bien. Vous savez, juste terminons, mais prenez l'histoire de l'humanité, citez-moi d'autres Napoléon, je veux dire, il n'y a pas beaucoup de personnages comme lui qui ont cette universalité, qui ont cet héritage, et les défauts que vous avez signalés. Il y en a un autre, il usurpe son titre, il est arrivé un peu plus tard, et on l'a appelé Napoléon le Petit, mais c'est une autre histoire. Non, quelle réponse apporteriez-vous juste à cette... Moi, le citoyen que vous êtes... Oui, je souscris tout à fait à ce qu'a dit Madame, simplement je vois bien deux choses qui, à mon avis, mériteraient qu'on y réfléchisse. La première, c'est, est-ce que... alors, je ne dis pas que c'est bien ou pas bien, mais est-ce que le temps de la démocratie représentative, tel que nous l'avons conçu en Europe au XVIIIe siècle, est encore le temps d'aujourd'hui? Je vous disais tout à l'heure que la légitimité évolue. Elle peut évoluer vers le bien, ce que j'estime qu'elle a fait jusqu'à nos jours. Mais aussi, il y a un moment, alors au fond, cette légitimité, elle a une forme de dialogue avec le peuple, pourquoi pas. Et donc, voilà, ça c'est la première question que je me pose avec inquiétude, mais je me la pose. Mais est-ce qu'il y a un homme fort qui ferait des bonnes choses? Oh, écoutez, oui, bien sûr, Napoléon. Et pour terminer sur la Russie, je veux dire, on a tendance à juger le pays comme s'il avait eu lui aussi 2 siècles et demi de tranquillité, de démocratie représentative, etc. Évidemment non. Et les préceptes que met en œuvre Poutine, ce sont des préceptes traditionnellement très ancrés dans la société russe, y compris chez les assujettis. C'est une autre piste de réflexion. Jusqu'à présent, nous avons tenu le despote, confondu le despote avec une personne unique, un despote. Un homme qui, concentrant la totalité des pouvoirs de façon verticale et transcendante, monnaierait son éventuelle illégitimité contre une efficacité accrue et à cet égard serait accepté par le peuple dont il bafoue la liberté. Mais qu'en est-il, Céline Spector, de ce despotisme nouveau dont parle Alexis de Tocqueville et qu'il appelle lui-même, selon un autre oxymore, tyrannie de la majorité, c'est-à-dire de l'idée que le despote n'est plus en démocratie un tyran qui viendrait imposer ses 4 volontés d'en haut, mais c'est une foule qui, n'impose pas de loi, mais dit ce qui est dissible et ce qui ne l'est pas. Il y a un texte de Tocqueville dans La démocratie en Amérique que je veux partager avec nos spectateurs. Tocqueville parle de l'Amérique du XIXe siècle et il dit « En Amérique, la majorité trace un cercle formidable autour de la pensée. Au-dedans de ses limites, l'écrivain est libre, mais malheur à lui s'il ose en sortir. Ce n'est pas qu'il est à craindre un auto-da-fé, mais il est en but à des dégoûts de tout genre, à des persécutions de tous les jours. Le maître n'y dit plus « Vous penserez comme moi ou vous mourrez ». Il dit « Vous êtes libre de ne point penser ainsi que moi. Votre vie vaut bien tout vous reste. Mais de ce jour, vous êtes un étranger parmi nous. » Ce texte, à mon avis, fait de Tocqueville le précurseur d'une pensée des réseaux sociaux. C'est-à-dire de ce qui est dissible, de ce qui ne l'est pas, et des effets de horde et de meute qu'on peut voir en ligne. Qu'en dites-vous? Alors, avant d'en venir aux effets contemporains dans les réseaux sociaux, je voudrais juste dire un mot de la tyrannie de la majorité. Oui. Parce que ce qui fascine Tocqueville, en effet, dans la démocratie qu'il découvre en Amérique, et alors je dois préciser que la démocratie, ça n'est pas seulement le régime politique, mais aussi l'état social qui l'oppose aux siècles aristocratiques. Ce qu'il découvre en Amérique, c'est tout le contraire de ce à quoi on pouvait s'attendre. C'est-à-dire que la démocratie, c'est pas le régime de la faiblesse,
mais de la force irrésistible. C'est pas le régime de l'extrême liberté, mais c'est le régime De la liberté tempérée par la loi. Il peut y avoir une tyrannie d'opinion. Et ça, c'est ce qu'avait déjà aussi, bien vu sûr, bien Montesquieu. Et effectivement, le texte que vous mentionniez dit précisément cela. Il peut y avoir un carcan qui pèse non pas sur les corps, mais sur les âmes et sur les esprits. Et donc, qu'advient-il à un individu, par exemple, qui serait injustement condamné? Il ne pourrait pas trouver de relais dans l'opinion publique, parce qu'au fond, l'opinion, c'est l'opinion de la majorité. Il ne pourrait pas trouver de relais, disons, dans le pouvoir législatif ou exécutif, ni même dans le pouvoir judiciaire, parce qu'au fond, là aussi, ce sont les instruments de la majorité. Donc, que peut-il faire? Il est impuissant. Et ça, c'est ce que Tocqueville nous dit, c'est le plus grand risque des siècles démocratiques. Alors, on peut parfois, disons, on peut espérer que certaines institutions viendront le contrer, par exemple l'esprit légiste, le jury, ou encore l'absence de centralisation administrative, mais au fond, le problème demeure. Alors, est-ce qu'on peut aujourd'hui considérer qu'on vit une sorte de tyrannie de la majorité? Regardez cette image. Je trouve cette image est bouleversante. Je la trouve magnifique. Ce sont des étourneaux qui se déplacent comme un individu. Alors voilà, c'est ça qui est étonnant. C'est que c'est un individu. On peut parler ici d'un individu, au sens où il y a quelque chose d'homogène. C'est un individu composé d'une série d'individus. Et alors, qui, pour des raisons qu'il est trop long de détailler maintenant, et je serais incapable de le faire d'ailleurs, se déplace sans jamais se choquer, se heurter. Un oiseau transmet l'information du mouvement à d'autres oiseaux autour de lui, les autres épousent cette information, et ainsi de suite, de telle sorte que nous avons cet individu apparemment malléable, mais dont tous les individus qui le composent finissent par aller dans la même direction. J'ai voulu voir là-dedans l'image précisément d'un réseau social, ou Twitter par exemple, où quelqu'un, mettons celui-là, il a disparu au moment où je le désigne, mais quelqu'un, n'importe lequel, un petit oiseau délivre une information, et cette information, par capillarité, finit par contaminer tous les autres, de telle sorte qu'au bout d'un moment, l'information, qu'elle soit vraie ou fausse, finit par former une vérité. Alors, je crois qu'il faut qu'on réfléchisse à la nature de l'espace public nouveau créé par les réseaux sociaux, qui n'est pas un espace de la publicité tel qu'on l'espérait, par exemple, au XVIIIe siècle. Kant qui parlait de la publicité au sens noble, c'est pas la pub. D'arguments, l'échange rationnel d'arguments. Alors évidemment, c'est rare de trouver sur les réseaux sociaux un échange rationnel d'arguments. En général, ce sont les passions, les émotions qui dominent, les convictions aussi très puissantes, et non pas, disons, une sorte de règne apaisé de la raison. Il y a une sorte de prime aussi au sensationnel, au spectaculaire, au provocateur. Alors peut-on parler de tyrannie de la majorité pour autant? Je n'en suis pas certaine. Il me semble que ce qui caractérise, disons, les réseaux sociaux, ce sont essentiellement deux choses. D'une part, le ciblage de l'information, ce qu'on appelle parfois la customisation, le fait que les individus ne sont pas toujours confrontés à des opinions contraires à celles qui sont les leurs, parce qu'on vise leur utilité. Mais ils sont, disons, déjà désignés comme des cibles, comme des consommateurs d'informations, et on va leur offrir ce dont ils ont envie, ce qui va leur plaire. Donc ça, c'est un premier risque, la non-exposition aux débats contradictoires. Et le deuxième risque, c'est ce qui est viral ici, c'est en effet la diffusion sans inhibition. Peut-être y en a-t-il un troisième, c'est aussi la non-inhibition, le fait que les individus, soit parce qu'ils sont anonymes, soit parce qu'ils ont des pseudonymes, soit parce qu'ils n'ont pas peur, disent tout ce qu'ils pensent, sans restriction, sans inhibition, ce qui peut donner lieu à beaucoup de violence. Il me semble que ces trois caractéristiques ne sont pas forcément synonymes de tyrannie de la majorité, parce qu'au fond, il y a aussi des minorités très actives. Sur tous les réseaux que vous citiez, il y a des minorités très actives, ça peut être des identitaires, ça peut être des personnalités d'extrême droite aussi, qui finalement ne sont pas de la majorité. Donc il me semble que le problème est celui-là, plus que celui de la tyrannie de la majorité, c'est-à-dire cette crainte de l'ostracisme que décrivait Tocqueville, qui est l'épée de Damoclès qui pèse sur celui qui va être le dissident. Mais le lynchage en ligne, ça existe. Quelle différence à ce moment-là entre l'ostracisme à l'ancienne, entre guillemets, dont vous parlez, et le lynchage en ligne? Non, je suis tout à fait d'accord avec vous. Il peut y avoir beaucoup de violences qui s'expriment. On en a de nombreux exemples, des menaces, etc. Ce qui est absolument dramatique pour l'expression démocratique. Néanmoins, encore une fois, il ne me semble pas que ce soit nécessairement le fait de la majorité. Il suffit de minorités très organisées pour qu'un trollage puisse avoir lieu. Et au fond, on n'a pas besoin d'être dans l'opinion majoritaire. Les opinions majoritaires, finalement, n'intéressent que peu de gens sur Internet ou dans les réseaux sociaux parce qu'elles ne retiennent pas l'attention, elles n'éveillent pas la curiosité, elles n'attisent pas le désir. Donc, au fond, ce ne sont pas forcément ces opinions, entre guillemets, bien pensantes ou majoritaires qui sont les plus exposées, qui sont les plus représentées. Non, mais le comportement, lui, peut être tyrannique. Tout à fait. De l'utilité, par conséquent, de penser la démocratie à la lumière de l'histoire, à la lumière des réseaux sociaux, à la lumière également des métaphores, puisque nous sommes ici en présence non pas d'une image, mais d'une métaphore.
et à la lumière également de la littérature. Merci d'être venu en parler Merci beaucoup. avec nous. Venez avec moi, on va passer par là. Est-il donc contradictoire de parler d'un bon tyran? Et suffit-il que le pouvoir soit arbitraire pour être tyrannique? La légitimité est-elle un critère de qualité? Et peut-on encore parler de tyrannie quand le tyran, entre guillemets, est lui-même une foule? Nous voilà, à l'issue de cette discussion, avec plus de questions encore qu'à son commencement. Ce qui prouve qu'on a réfléchi. Car en philosophie, comme nulle part ailleurs, celui qui a des convictions et qui n'en démord pas, c'est celui qui n'a rien approfondi.